Bonjour à tous, bienvenue pour cette webconférence organisée par UniHA et notre partenaire Alicante pour vous présenter comment lancer vos projets en intelligence artificielle dans vos établissements. Dans cette webconférence, nous aborderons le contexte du marché et le contexte des projets en intelligence artificielle. Nous vous présenterons le marché UniHA disponible aujourd'hui et vous permettant d'utiliser aujourd'hui tous les projets et les prestations en intelligence artificielle. Et puis, je laisserai la main à la société Alicante qui vous présentera des retours d'expérience et des exemples de projets en intelligence artificielle qui ont été lancés dans les établissements. Également, la société Alicante vous présentera comment concevoir un projet en IA et la méthodologie, les étapes à respecter et puis une estimation budgétaire d'un exemple de projet. Nous aurons l'intervention également d'un retour d'expérience fait par le CH de Valenciennes sur la conduite du projet passeport vasculaire. Et puis, en fin de séance, nous pourrons répondre à vos questions sur la présentation. Les personnes présentes pour cette webconférence, donc le professeur Lernoux qui interviendra pour vous présenter le retour d'expérience, Ismat Shaimdra qui est data scientist chez Alicante, David Delru, le président de la société Alicante, Samuel Le Gall en charge du marché santé, et puis l'équipe de la filière santé digitale et numérique, moi-même Olivier Xicluna, Arthur Deninger et Thierry Blanchard qui représenteront la filière. Vous êtes en écoute seule. Vous posez vos questions via le chat en ligne. Nous vous répondrons en fin de webconférence. Donc, le contexte du marché aujourd'hui disponible chez UniHA et pourquoi nous avons souhaité organiser cette webconférence. UniHA souhaite accompagner et mettre en avant des solutions innovantes avec ses partenaires pour accompagner ses adhérents dans des projets d'innovation et plus particulièrement dans l'intelligence artificielle. Nous avons voulu promouvoir l'innovation en santé via les marchés existants que nous proposons pour vous aider à développer des nouveaux services. Et l'objectif d'UniHA dans cette initiative et qui va se développer, c'est de fédérer au niveau national un réseau de contributeurs, que ce soit au niveau des adhérents, au niveau des fournisseurs, au niveau des startups, des collectivités locales et des territoires, des universités, des recherches, des écoles d'ingénieurs pour fédérer des groupes de travail et faire émerger de nouveaux projets innovants. On souhaite donc vous accompagner dans l'innovation par l'usage pour impulser des nouvelles démarches et on sait que ces démarches un peu innovantes sont assez nouvelles et l'idée c'est vraiment de partager entre les adhérents et avec nos partenaires les retours d'expérience pour faciliter l'innovation au sein de vos établissements. Et enfin, mettre à votre disposition des solutions au niveau national. Aujourd'hui, le marché disponible chez UniHA vous permet d'utiliser des solutions logicielles permettant la valorisation et l'optimisation des données via les technologies d'intelligence artificielle en utilisant des prestations d'IA, des prestations d'optimisation. Le marché couvre bien sûr tous les usages utilisant la technologie de l'intelligence artificielle dans le but d'optimiser les processus, mais également différents sujets qui peuvent être optimisation de l'activité, optimisation et la personnalisation des parcours de soins, gestion de l'identito-vigilance, amélioration du profilage des patients, optimisation des processus internes, valorisation des données de l'activité médicale dans vos établissements pour optimiser les processus de gestion
et les processus de facturation. Tout projet de prestation que vous pourriez avoir besoin avec des experts de data scientists, des experts en big data, des experts en deep learning, vous permettant de travailler en mode projet pour développer des solutions et des projets spécifiques en utilisant des prestataires que notre partenaire Alicante peut mettre et mobiliser à votre disposition. Le marché est un marché à bon de commande qui est exclusivement accessible en centrale d'achat pour l'ensemble des adhérents et il a une durée de 4 ans. Vous pouvez retrouver la fiche marché détaillée dans l'espace documentaire et sur le site uniachat.org, vous permettant d'avoir plus d'informations sur le marché. Et bien sûr, l'ensemble de l'équipe reste à votre disposition pour plus de renseignements sur le marché. Je vais donc laisser la parole à David Delru, qui est le président d'Alicante, qui va vous présenter la société et les activités de Alicante. Bonjour, normalement le son est activé. Est-ce que vous m'entendez? Merci d'abord à UniAchat d'avoir organisé ce webinaire qui correspond à une demande de nos clients, de nos prospects, de nos partenaires, qui vise notamment à démystifier les projets dits d'intelligence artificielle, cette mode qui est parfois un peu nébuleuse et cette mode qui cache de vrais sujets générateurs de valeur pour les patients, pour les établissements. Donc dans cette forêt de, je dirais, de mots, de termes techniques, UniAchat fait un effort très conséquent de démystification, de présentation concrète, dont celle d'aujourd'hui, et je les en remercie encore. Alicante a été créé il y a plus de 20 ans maintenant par d'anciens hospitaliers. Pour ma part, je viens du centre hospitalier régional et universitaire de Lille, où j'ai occupé différents postes comme d'autres fondateurs d'Alicante. Nous sommes donc tombés il y a très longtemps dans le système d'information hospitalier et toute son hétérogénéité. Et donc très tôt, nous nous sommes spécialisés dans l'analyse des données hospitalières. Suivant, s'il vous plaît. Les données hospitalières qui, dans ce schéma, sont en bas et qui, en tout cas, il y a 20 ans, et c'est de moins en moins vrai, étaient très peu utilisées. Il y avait une étude assez intéressante de l'INSERM, il y a quelques années, qui montrait que seuls quelques pourcents, 2 ou 3, des données stockées à l'hôpital étaient utilisées, ce qui faisait dire à beaucoup de directeurs hospitaliers, de chefs de services médicaux, le système d'information hospitalier, c'est un cimetière de données qui coûte cher, qui est climatisé, qui est sécurisé, mais qui finalement ne crée pas de valeur. À l'image de ce séminaire et de choses qu'on retrouve au travers de certains marchés UniAchat, la tendance est en train de montrer l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'innover à partir des données, il y a moyen de valoriser ces données, pas forcément monétiser, hein, valoriser au sens créer de la valeur à partir des données qui autrefois étaient dormantes. Alors comment faire? C'est toute une chaîne, tout un pipeline, diraient les spécialistes de la donnée, pour partir de la donnée brute, l'agréger, la qualifier, l'enrichir et la transformer en indicateur, en tableau de bord, ou nourrir des fonctionnalités existantes ou des fonctionnalités innovantes. C'est clairement le sujet de ce webinaire, avec l'espoir de vous montrer que c'est tout à fait faisable et qu'on peut adresser des besoins tout à fait concrets, générateurs de retour sur investissement pour vos établissements, dans des délais qui ne sont pas ceux d'un projet de recherche. L'intelligence artificielle, ça n'est pas forcément une thèse ou un postdoc, où on est à des projets à horizon 5 ans, 10 ans. Nous avons, et Samuel le détaillera ensuite, ainsi que le docteur Lernoux, des projets qui peuvent se compter en 2-3 ans, voire parfois en quelques mois. L'expérience qui a été faite, par exemple, avec Prism et l'IHU Strasbourg en est un exemple. Suivant, s'il vous plaît. En 20 ans, nous avons construit une boîte à outils dédiée aux données de santé centrées patients et séjours. Nous avons une boîte à outils pour justement valoriser ces données de santé hospitalières, ces données de routine. C'est clairement notre positionnement. Nous prenons
par comment dire, clin d'œil à une publicité pour une chaîne de restauration, je crois, on prend les données comme elles viennent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des spécialistes de l'analyse de données sur des jeux de données parfaits, très propres, quasiment synthétiques. Nous nous branchons sur vos données de routine. Suivant, s'il vous plaît. Nous sommes un peu partout présents en France avec différentes activités. En nombre d'utilisateurs de solutions Alicante ou de solutions auxquelles on participe, on doit être à plus de 500. Sur le secteur qui nous occupe aujourd'hui, on est près de 50 sites utilisateurs de différentes solutions d'analyse de données de routine hospitalière, avec une présence dans les 3 secteurs, public, privé non lucratif et privé. Suivant, s'il vous plaît. Fait très important qui, je le crois, est apprécié de nos clients. Nous travaillons en écosystème Alicante au travers du marché dont parlait Monsieur Guiquelin tout à l'heure. Alicante peut aussi réaliser des prestations à façon. Nous avons une offre progicielle qui a été évoquée tout à l'heure, avec des briques qui s'empilent à partir de vos données brutes pour aller jusqu'aux usages, en passant par l'entrepôt de données de routine, le moteur de recherche, qui s'appelle Scansi, la boîte à outils IA qui s'appelle commercialement Nkuya et différents usages prêts à l'emploi. Par contre, nous avons aussi une grosse activité de prestation réalisée soit par Alicante, soit par des partenaires sous-traitants et co-traitants qui sont souvent puisés dans la richesse du catalogue UniHA. Dans ces partenaires, en bas de ce transparent, citons parmi les principaux, bien sûr, consulting qu'on ne présente plus, la principale agence d'IM-Team d'intérim présente en France, avec plusieurs dizaines ou je dirais même centaines de teams et de plus en plus de médecins d'IM mobilisables pour vos projets centrés sur l'objectivation des recettes à partir des données de routine. LC Science, un réseau de cabinets de conseil en système d'information hospitalier, autour de Xavier Valin, qu'on ne présente plus non plus. Docteur Data, qui a plusieurs activités, notamment tout ce qui est cadrage juridique, réglementaire, éthique, qui n'est pas le sujet du jour et qui mériterait, je pense, plusieurs séminaires. Mais tout ce qui est cadrage réglementaire, juridique et maintenant éthique, des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une affaire de spécialistes et c'est la spécialité de Dr Data. Et enfin, le petit dernier, mais dont on va beaucoup entendre parler, je crois, dans les mois et années qui viennent, Opsia, qui est un spécialiste très innovant de la neutralisation de la donnée. Côté partenaire académique, nous avons, venant de CHU, gardé d'excellents contacts avec les très très bons laboratoires, et ça n'est pas du chauvinisme. Publication à l'appui, on voit que les laboratoires de recherche académique, de recherche appliquée présents en France sont très performants dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et on a parfois peur d'aller frapper à leur porte, mais il y a de plus en plus d'outils pour des hôpitaux ou pour des entreprises pour inclure des hospitaliers universitaires dans vos projets. J'en ai cité quelques-uns. Il y en a un qui n'est pas dans ce transparent-là, mais qui est très important pour nous aussi, c'est l'INRIA, l'équipe modèle. Voilà. Transparent suivant, s'il vous plaît. Je crois qu'on va passer à la partie suivante que je vais amorcer et peut-être que Samuel interviendra s'il le souhaite. Nous allons commencer par tout de suite des choses concrètes. Alors le temps, le format ne permet pas forcément de faire des démonstrations. Avec UniHA, je crois que nous aurons grand plaisir à en faire après cette parenthèse élastique de la pandémie. Nous aurons grand plaisir à en faire en présentiel, avec des tournées régionales, avec bien sûr les salons professionnels qui recommencent au second trimestre, et avec des événements propres à Alicante, auxquels certains et certaines parmi vous ont déjà été invités. Donc, nous espérons bien vite vous retrouver pour faire des démonstrations sur site avec tous nos partenaires au sein du catalogue UniHA. Une des demandes qu'on a le plus, pour être très concret actuellement à Alicante, c'est de repérer des patients à risque, de faire au fond du repérage transversal à l'hôpital de patients qui présentent un profil qui pourrait orienter
leur prise en charge sans forcément qu'il s'agisse d'aide à la décision médicale. Il ne s'agit pas de prescrire automatiquement une prise en charge, mais simplement de contextualiser le séjour d'un patient, ce que les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens, etc. font très très bien lorsqu'ils ont le temps de lire le dossier, bien entendu, mais ils n'ont plus le temps. Donc l'idée, c'est de lire le dossier avec nos robots logiciels qui font de l'analyse sémantique pour repérer des signaux faibles ou forts qui, seuls ou combinés, vont classer le patient dans un risque. Alors, on a de nombreux exemples. Suivant, s'il vous plaît. L'exemple qui suit concerne les infections nosocomiales, où là, à partir de données de courriers médicaux en temps réel, bien sûr, de résultats de biologie, d'éléments du dossier patient informatisé, nous avons construit des portraits robots numériques, des signatures digitales qu'on va chercher en temps réel dans les patients présents. Donc, une personne arrive le matin, est admise et automatiquement, il y a un mouvement qui déclenche l'exécution d'un modèle sur vos serveurs, puisque nous avons énormément travaillé pour que ces modèles ne nécessitent pas des machines extrêmement chères. On voit parfois des projets d'analyse pour un visée PMSI d'intelligence artificielle avec des serveurs à 60 000, 80 000, 100 000 euros. On ne parle pas du tout de ça. Et quand nous avons dressé nos algorithmes pour qu'ils puissent être exécutés sur des serveurs entre guillemets classiques, y compris virtualisés. Et tout ça est présenté sous la forme d'une visualisation 3D dont vous allez avoir, suivant s'il vous plaît, une vidéo capture. Alors là, je triche, ça n'est pas une démonstration. Je vais éviter l'effet Bonaldi que certains et certaines parmi vous connaissent peut-être. C'est une vidéo capture. On a enregistré un écran. Vous avez un hôpital réel. Enfin, c'est l'ancienne version puisque l'hôpital a eu beaucoup de travaux depuis. Il y a une aile en plus et vous voyez normalement arriver des épingles de différentes couleurs. Certaines épingles correspondent à des patients qui ont une infection avérée. Là, l'antibiogramme revient positif sur un germe. Et d'autres correspondent à des profils de patients à risque. Ça permet de mieux organiser la tournée de l'équipe opérationnelle d'hygiène en utilisant la métaphore géomatique interne, ici en l'occurrence, avec un partenaire qui lui aussi est dans un marché UniHA. Vous voyez, on trouve un peu tout ce qu'on veut, qui est Mapwise. Suivant, s'il vous plaît. D'autres exemples de cas d'usage concrets, la suggestion de diagnostic, dont l'utilisation la plus connue actuellement est bien sûr l'aide au codage, le primo-codage, ou dans certains cas le contrôle qualité pour le PMSI. Suivant. Donc là, l'idée, c'est de repérer à partir des seuls éléments présents dans le dossier patient informatisé, et j'insiste vraiment sur ce point, sans ressaisie spécifique pour nos logiciels. C'est ce qu'on a en général en première ligne de nos cahiers des charges et nos clients, futurs utilisateurs ont totalement raison. Il ne s'agit pas de rajouter un logiciel de plus dans un paysage numérique déjà assez saturé. Il ne s'agit pas de rajouter une saisie de plus, je voulais dire. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer sur les données réelles existantes pour proposer un ou plusieurs diagnostics suggérés en fonction de ce qu'on a. Et l'utilisation la plus connue, je le répète, est pour le PMSI, l'optimisation. Voilà. On a aussi travaillé sur tout ce qui est, cartographie, recherche de clusters. Alors pourquoi est-ce qu'on a travaillé là-dessus? Comme beaucoup d'autres sociétés, nous avons mis à disposition nos compétences pour répondre à certains besoins spécifiques liés à l'émergence de cette pandémie inédite. Donc nous avons travaillé sur des modèles de représentation de clusters, donc de zones particulièrement à risque, mais aussi des modèles prédictifs. Suivant, s'il vous plaît. Donc ça, en utilisant notamment des techniques assez pointues d'analyse statistique préalable, spatiale et temporelle avant représentation sur une cartographie. L'idée est de lutter contre l'intuition. Lorsqu'on regarde des cartes, on a parfois une mauvaise conclusion.
À gauche, vous avez des cartes où on a l'impression qu'il y a une corrélation visuelle entre deux phénomènes, en l'occurrence la mortalité prématurée et la précarité, pour aller très vite. Et on a l'impression que, et bon, j'y suis actuellement, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais que tout cela se passe et qu'il y a le plus de zones à risque. Quand on fait cette analyse préalable, on se rend compte que les clusters ne sont pas là où on pense. Donc, sachez qu'il y a aussi des techniques pour faire ce type de traitement. Suivant, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup d'autres projets, toujours pour lister des exemples de cas réels, avant d'arriver à un retour du Dr Lernoux, à ce que présenteront Dr Lernoux, Samuel et Ismat, sur les patients à risque de chirurgie vasculaire à court terme. Nous avons d'autres projets très concrets et les idées correspondant à ces projets viennent de nos prospects et clients. L'idée n'est pas de plaquer sur vos envies, vos besoins des logiciels, des intelligences artificielles déjà toutes faites, avec des fonctionnalités déjà toutes conçues, toutes cuites. L'idée, les meilleures idées, on le dit souvent en interne à Alicante, viennent de nos clients, viennent des services, viennent du terrain. Nous avons avec notamment Justine Lemthierry, Dr Lambiotte à Valenciennes, un projet sur tout ce qui est patient à risque d'infection fongique. Là encore, le risque infectieux, c'est vraiment un sujet très, très actif en ce moment en intelligence artificielle sur données de routine hospitalière. Beaucoup de projets, notamment TRIA, sur tout ce qui est meilleure orientation en interne des patients à risque Covid ou Covid avéré. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Alors, David vous a présenté un certain nombre de réalisations, de projets en cours. Le but, c'était de vous permettre d'imaginer, globalement, dans le domaine IA, qu'est-ce qu'on est capable de traiter, qu'est-ce qu'on est capable de faire, et de vous donner un aperçu relativement représentatif des typologies de projets qu'on est capable de mener. Comme vous l'avez vu, ces typologies de projets sont très vastes, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des choses très très différentes qui peuvent être couvertes, et on va avoir des catégories très différentes, on va avoir presque des produits sur étagère qu'on va répliquer d'un site à l'autre, donc la partie produit qui a été présentée au début, et une partie projet sur mesure. Donc soit ce qui a été présenté, on va voir vraiment l'exemple avec le CH de Valenciennes tout à l'heure de comment un projet a été mené et créé, soit on peut être dans le cas d'un établissement qui nous dit ce que vous avez mené pour cet établissement, on aimerait bien en profiter et on aimerait bien avoir la même chose chez nous. Comment est-ce qu'on peut répliquer ce que vous avez fait pour tel établissement? Et là, en fonction de la situation contractuelle qu'on a avec l'établissement pour lequel on a réalisé le projet initialement, on va pouvoir soit vous inclure dans des essais de réplication clinique si on est dans le cadre d'une intervention médicale, soit pouvoir diffuser le logiciel en tant qu'actif logiciel qui aurait pu être développé initialement. Comme on a une grande variété de projets possibles, des fois on nous dit mais ok, vous avez une IA, qu'est-ce qu'elle fait votre IA? Et là on se rend compte que pour démarrer un projet, on a toute une phase de questionnement à traiter au préalable. Alors ces phases de questionnement, très souvent c'est intimement lié à des phases d'études de faisabilité, donc c'est en partie du conseil, en partie de la réalisation partielle sur des sous-éléments pour tester une faisabilité. Donc ça, c'est une première phase d'accompagnement qu'on fait côté Alicante et on peut vous aider à mieux définir votre projet. Alors, il se peut que vous ayez déjà un projet, une idée bien conçue, que vous ayez déjà parcouru finalement les différents questionnements qui vous permettent de lancer un projet. Mais généralement, on a besoin d'affiner. Généralement, on se pose quand même la question de se dire à quels grands enjeux on doit répondre, de bien définir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de la prédiction? Est-ce qu'on veut simuler des choses si on intervient dans une situation donnée? Est-ce qu'on veut être capable de décrire l'état sur une pathologie ou sur la situation fonctionnelle d'un établissement? Est-ce qu'on veut prédire des choses à l'échelle du patient? C'est-à-dire qu'on se préoccupe d'un patient particulier pour prédire son risque individuel ou son éligibilité individuelle à tel ou tel parcours de soins? Est-ce qu'on veut travailler à l'échelle du service, c'est-à-dire se positionner à l'échelle du fonctionnement hospitalier, de se dire quelle est la charge de mon service, quelle est la charge future, est-ce que j'ai des choses intéressantes? Ou se positionner à l'échelle d'un territoire, d'une population de façon plus globale. Donc ça permet déjà de se poser des questions différentes et en fonction des questions qu'on va se poser, on va avoir des façons de dérouler relativement différentes.
Et tous ces questionnements-là, ça amène aussi à des typologies de projets différents. Donc David avait cité tout à l'heure le fait qu'il y ait des projets pluriannuels, relativement longs, et il y a aussi des projets très courts qui peuvent se faire. Alors, quels vont être les facteurs qui vont le plus influencer sur le fait qu'on soit sur un projet long et plus coûteux ou sur un projet plutôt court, rapide à mettre en œuvre et à moindre coût? La première chose, ça va être, est-ce qu'on est dans la réplication d'une typologie de projet qui a déjà été menée? Dans ce cas-là, l'étude de faisabilité n'est pas forcément nécessaire, ça nous permet d'aller directement dans le vif du sujet au niveau de l'établissement. Ou est-ce qu'on est sur une phase exploratoire en se disant j'ai une simple idée, je veux savoir si cette idée est valable et je vais aller imaginer ce que je peux construire avec Alicante, avec des experts métiers dessus. Donc, forcément, cette première étape, déjà, elle permet de beaucoup influer sur la complexité d'un projet. Et après, il y a différents items qu'il est important d'avoir en tête pour essayer de s'imaginer un planning relativement raisonnable. Est-ce que les données dont je vais avoir besoin, est-ce que je les ai déjà? Est-ce qu'elles sont directement exploitables? Ou est-ce que ça va être intermédiaire? Il va falloir forer de façon un peu complexe les données de mon SIH, voire éventuellement recueillir des nouvelles données que je n'ai pas actuellement pour faire mon traitement. Ces données, est-ce que je travaille pour le compte de mon établissement local? Et dans ce cas-là, j'ai pas forcément une architecture très particulière à mettre en œuvre, ou est-ce que je suis dans une étude multicentrique, dans la réalisation de quelque chose de très différencié, voire même avec des données en vie réelle qui peuvent être au domicile du patient, pourquoi pas? Donc ça va forcément alourdir la capacité d'un projet. Le niveau de confidentialité attendu des données. Est-ce qu'on est sur un processus qui permet de travailler sur des données directement nominatives? Si tel est le cas, est-ce que c'est un processus déjà documenté, auquel cas ça peut aller relativement vite? Ou est-ce que c'est un nouveau traitement qu'il va falloir défendre, qu'il va falloir proposer, qu'il va falloir cadrer au niveau RGPD? Ou est-ce que je peux travailler sur des données complètement déidentifiées, ce qui me permet d'avoir des étapes un peu plus légères dans la mise en place? Également, le fait que ce que je vais réaliser, est-ce qu'il a un impact dans la prise en charge médicale ou pas du tout? Si on parle d'un projet qui va essentiellement optimiser des processus dans l'établissement, voire même des processus logistiques, on parlait de la chaîne PMSI tout à l'heure, on va avoir beaucoup moins de preuves cliniques à apporter, beaucoup moins d'étapes, on ne va pas avoir de marquage, par exemple, médical à prévoir, et à l'extrême inverse du spectre, si on a des préconisations sur la prise en charge médicale, on va avoir un certain nombre d'étapes à prendre en compte, à anticiper. Peut-être que les premières réalisations vont être du domaine de la recherche, qu'il faudra ensuite répliquer pour pouvoir ensuite passer en production. Et après, ça va être ce qu'on cherche vraiment à prédire. Est-ce qu'on veut prédire des choses très simples, c'est-à-dire que je veux, alors on a vu les exemples tout à l'heure, je veux prédire quelques types d'infections très particulières qui pourraient arriver au cours d'un passage en réa. Donc on est vraiment sur une prédiction très ciblée, très centrée, avec un indicateur ou deux à sortir, ou est-ce que je veux sortir quelque chose qui va me sortir des multiples indicateurs sur l'état des patients, sur l'état de l'hôpital? Plus je vais avoir d'indicateurs à sortir, plus je vais avoir besoin d'un projet long. Et on a aussi le fait de se dire, ce qu'on va sortir comme alerte, est-ce qu'on a besoin de sortir des choses en quasi temps réel? Le patient vient d'être admis, c'est pour du triage aux urgences, on a besoin de la réponse tout de suite. Dans ce cas-là, on va avoir un travail préalable beaucoup plus important, ou est-ce qu'on est sur de l'analyse post-mortem, sur des données a posteriori qu'on va pouvoir retraiter pour pouvoir regarder si on a bien travaillé sur tel ou tel sujet. En pratique, les étapes que ça va générer, on a 3 grosses étapes. La première et la deuxième pouvant être mergées l'une avec l'autre selon la situation. Globalement, si on est sur une typologie de projet déjà étudiée, dont on connaît la faisabilité parce qu'on sait que tel établissement l'a fait, on sait que Alicante a déjà travaillé sur la problématique, cette étape finalement qu'on appelle le boot, qui est en gros un cadrage, une description fine des objectifs, peut être bypassé. Par contre, si on est sur un nouveau type de projet, en disant j'ai simplement une idée, je sais à peu près ce que je veux faire, on va avoir toute une partie de cadrage qui est un mélange finalement de réalisation technique initiale pour regarder si algorithmiquement on arrive à sortir des choses, mais aussi et surtout une dimension d'accompagnement. Donc c'est là qu'on fait appel à toute la batterie d'experts que David a présenté tout à l'heure, sur lequel on va se poser la question de se dire mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qu'il paraît intelligent de faire, et est-ce qu'on va aller sur la suite du projet ou pas. Après, la partie qu'on appelle pilote, c'est qu'on entre vraiment dans le zone d'un projet, c'est vraiment la réalisation du projet IA en tant que tel. On bâtit un plan projet, on fait nos apprentissages, on ressort des livrables
logiciels, hein, pour faire simple. On ressort des prédictions, des capacités à faire des prédictions, ce qui permet d'aboutir à des publications scientifiques, à des livrables logiciels utilisables au sein de l'établissement ou au sein du service pour lequel on a travaillé. L'étape d'après, c'est de se dire, si le résultat est satisfaisant, si on voit une fois qu'on utilise le logiciel, ça nous apporte un plus, ça nous apporte une plus-value, l'intérêt va être de passer en production pleine, de pouvoir l'utiliser au quotidien au niveau de l'établissement, voire de faire répliquer le projet sur des établissements avec lesquels on collabore, sur des modes de fonctionnement qui peuvent être à définir entre l'établissement initial et Alicante. Forcément, en fonction du type de projet, on va avoir des étapes supplémentaires qui peuvent s'ajouter. Hein. On parlait tout à l'heure des marquages médicaux dans le cadre où on est sur des choses qui sont plus directement à portée médicale, ce qui n'arrive pas forcément pour tous les types de projets. En ordre de grandeur financière, on peut se projeter globalement sur des coûts et c'est là qu'on peut se rendre compte que lancer un projet IA, c'est pas forcément quelque chose de démentiel. Alors là, on parle du coût vis-à-vis essentiellement du marché uni-achat. Donc vous avez quand même à dimensionner des coûts éventuels d'infra, vos coûts propres de temps passé au niveau de vos experts. On est capable de faire des analyses assez simples de faisabilité qui sont de l'ordre de quelques jours à une quinzaine de jours de conseils et d'accompagnement. Et sur la partie réalisation d'une phase 1 d'un projet, en tout cas pour les types de projets qu'on vous a présentés tout à l'heure en termes de réalisation, on va être sur un coût de licence pour tout le socle technologique qu'on utilise de l'ordre de la quinzaine de milliers d'euros jusqu'à 50 ou 60 000 euros. Ce sont des licences annuelles qui sont ensuite mis en continuité dans la partie production et de la partie réalisation spécifique qui va vraiment être très très dépendante de la complexité du projet. Donc là, on a mis une fourchette qui va correspondre à quoi, à 80-90% de nos projets. Et il y a forcément toujours des projets très particuliers qui vont être ou beaucoup plus petits ou beaucoup plus gros, mais qui vont pas représenter l'essentiel de ce qu'on fait. Alors, vous avez peut-être eu des questions sur les premiers projets présentés et sur la façon dont vous avez des étapes à passer pour réaliser un projet. N'hésitez pas à nous les mettre sur le chat pour qu'on puisse commencer à lire les questions avant d'arriver à la partie finale de réponse. Et maintenant, je vais laisser le docteur Lernoux intervenir sur la présentation du retour d'expérience au CH de Valenciennes. Voilà, merci à tous et bonjour à tous. Donc, je vais brièvement commencer la présentation de notre expérience au centre hospitalier de Valenciennes. Le centre hospitalier de Valenciennes, qui est un centre hospitalier général de gros volume, qui est un des plus gros de France. Alors, nous avons le docteur Amiot, chirurgien vasculaire, et moi-même, nous avons eu l'idée de réaliser un dépistage du risque vasculaire, puisque nous avions sur le terrain constaté que beaucoup de patients qui passent dans l'hôpital sont quelquefois négligés, alors que leur dossier médical comporte des alertes importantes. Lorsqu'on voit les dossiers après les accidents aigus qui nous ont mobilisés, soit la nuit, soit les jours fériés. J'avais auparavant travaillé avec David Delru et la société Alicante, puisqu'on m'avait confié la gestion du PMSI pour l'ensemble du pôle de chirurgie de l'hôpital de Valenciennes. Et j'avais pu apprécier l'efficacité de l'intelligence artificielle dans l'analyse sémantique des dossiers. Avec donc le docteur Amiot et David Delru, nous nous sommes lancés dans ce projet de détection du risque vasculaire et tout de suite nous avons été renforcés dans l'équipe par Ismat Shahibdra qui nous a apporté sa compétence et son expertise dans le domaine informatique et dans le domaine de la gestion statistique. Nous partons d'un problème grave au niveau du territoire du Hainaut-Cambrésis, puisque nous assistons, d'après toutes les analyses officielles, à une importante surmortalité dans le domaine cardiovasculaire
et on évalue à 600 décès de trop par rapport à la moyenne nationale sur le territoire du Hainaut-Cambrésis, c'est-à-dire de Cambrai jusqu'à Maubeuge-Fourmies, donc le sud du département du Nord. Alors pourquoi ce résultat actuel qui est encore préoccupant? Principalement, la densité médicale n'est pas très bonne, donc ça entraîne des lacunes dans le suivi des patients. Il y a probablement une sous-évaluation du risque cardiovasculaire et peut-être dans notre population un risque cardiovasculaire accru dans les domaines de l'obésité, dans le domaine de l'hypertension et du tabagisme qui sévissent peut-être un peu plus chez nous. Ce sous-diagnostic qui a été constaté sur le terrain, même après une hospitalisation, on constate, comme dans d'autres hôpitaux, la surspécialisation des services et qui peut entraîner une perte d'exploitation des données médicales. Donc l'enjeu, c'est bien d'améliorer le dépistage ainsi que le traitement et le suivi au niveau du risque vasculaire. La cible que nous sommes donnée, c'est bien sûr notre territoire du Hainaut-Cambrésis, d'autant plus que maintenant je suis référent pour le projet médical partagé sur l'ensemble du sud du département. Alors les moyens, ce sont essentiellement l'exploitation des données grâce à l'expertise Alicante et aussi une nouvelle consultation qui va utiliser les compétences infirmières qui sont majorées et associées à l'utilisation de l'intelligence artificielle avec le recours à des médecins généralistes qui seront probablement issus de la ville et qui viendront effectuer une vacation de temps à autre au niveau hospitalier. L'idée étant de bien exploiter l'ensemble des données médicales, toujours le même principe, extraire et valoriser. Cette valorisation des données médicales permettant de cibler les patients à risque et donc d'alimenter les activités de nos hôpitaux et donc bien sûr avec des retombées positives sur le plan économique. Suivante. Donc le modèle va commencer au niveau hospitalier. Le patient étant hospitalisé, il a bien sûr son dossier médical informatisé qui comporte les données anciennes et les données de l'hospitalisation en cours. Donc suivante, nous allons utiliser dans le respect et la protection des données personnelles, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour une exploitation en instantané par analyse sémantique. Cette exploitation nous permettra d'effectuer l'analyse en temps réel du dossier médical avec la détection d'un risque vasculaire. Alors, cette détection par intelligence artificielle va bien sûr être contrôlée par l'intelligence humaine à l'aide d'une équipe transversale qui associe les soignants et des médecins pour vérifier la pertinence de l'alerte qui a été donnée par le système de l'algorithme de détection. Je passe la main à notre ami Ismat Chahibdra. Donc, bonjour à tous, merci Dr Lernoux. Donc, comme mentionné précédemment, Data Scientist chez Alicante. Donc, j'ai travaillé pas mal de temps et je travaille encore sur le projet de dépistage des patients vasculaires. Donc, commençons par présenter la chronologie du projet qui puise ses origines à partir de l'année 2018. Année dans laquelle nous avons défini les besoins et les différentes spécifications qui émanaient du service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier de Valenciennes avec le docteur Lernoux, le docteur Amiot et le docteur Erto. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les 2 années suivantes, 2019 et 2020, nous avons démarré la conception de l'IA
avec un paradigme multiméthode, hybride, combinant une approche statistique classique et une approche d'apprentissage profond, plus connue sous le nom de Deep Learning. Donc, après avoir conçu notre pipeline algorithmique d'IA et les différents tests in vitro, nous avons réalisé une validation interne de nos algorithmes d'intelligence artificielle sur données rétrospectives. En 2021, nous avons entamé une étude observationnelle monocentrique, donc uniquement au centre hospitalier de Valenciennes, avec une relecture de dossiers par un jury médical, ainsi qu'une comparaison entre les résultats de l'IA et les avis de nos experts médicaux. Les phases restantes, donc, slide suivante, s'il vous plaît. Celle d'avant, c'est mieux. Donc, les phases restantes, donc, cette année, comporteront la conception et le lancement des études multicentriques avec des centres hospitaliers potentiellement partenaires du projet, ainsi qu'une opportunité de marquage CE sous forme de dispositif médical logiciel qui est déjà en cours. À partir de l'année prochaine, en 2022, nous lancerons des études monocentriques et multicentriques interventionnelles. Donc, à contrario d'une relecture de dossiers par des médecins, les patients détectés par l'IA se verront proposer des examens médicaux complémentaires tels que les échodoppler ou autres méthodes de screening médical. Nous réaliserons également par la suite donc, une proof of concept pour étendre ce modus operandi ad hoc à la chirurgie vasculaire à d'autres pathologies, bien évidemment. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, à partir de là, je vais vous donner un aperçu de la méthodologie de nos algorithmes d'intelligence artificielle ainsi que les résultats que nous avons jusqu'à maintenant. Donc, comme dans toute étude ayant pour objectif un dépistage de maladies, nous avons une cohorte de patients qui se compose de 7855 patients. Parmi ces 7855 patients, donc, nous avons 3282 patients dits vasculaires, donc c'est des patients K qui ont déjà eu au moins un séjour dans l'unité de chirurgie vasculaire et 4573 patients témoins, donc dits non vasculaires, considérés comme des patients sains. 80% de cette cohorte donc, a été utilisée pour la construction de nos modèles hybrides et 20% pour la validation sur données rétrospectives, les 20% restantes. La phase la plus importante précédant la construction du modèle a été la détection et l'analyse des facteurs de risque. Donc, en puisant dans différentes sources de données hétérogènes. Animation suivante, s'il vous plaît. Donc, en puisant sur différentes sources de données hétérogènes disponibles dans le système d'information hospitalière. Donc, nous avons les codes PMSI dont a parlé le Dr Lernoux précédemment, les prescriptions médicamenteuses qui représentent vraiment une mine d'informations faramineuse qui reste totalement inexploitée à l'heure actuelle. Les courriers et les différentes lettres médicales en texte libre par des procédés qu'on appelle donc le natural language processing, donc c'est le traitement automatique de la langue, qui est un des domaines d'application de l'IA le plus prometteur en ce moment. Et bien évidemment, étant donné que notre travail n'a pas pour objectif de réinventer l'eau chaude, nous avons également utilisé les facteurs de risque connus des pathologies cardiovasculaires qui sont existants dans la littérature, donc pour citer Framingham ou encore son alternative européenne, SCORE. Cette phase nous a permis donc bien évidemment de détecter 60 concepts médicaux représentant des facteurs de risque potentiels, le tout bien évidemment à partir de données déidentifiées en respectant tout le protocole RGPD imposé. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme mentionné précédemment, 20% de la cohorte de départ ont servi pour la validation interne sur données rétrospectives, donc en essayant de classifier 1571 patients. Et la seconde phase de l'étude était une étude monocentrique observationnelle de dossiers par un jury médical au CHV en double aveugle. Donc, cette deuxième phase, à son tour, a comporté deux volets. La première préliminaire concernait 10 dossiers revus en double à 15 jours d'intervalle avec une variabilité intra-observateur qui était estimée à 0%.
Et la seconde, donc, qui était plus conséquente, et comportait 106 dossiers avec une variabilité inter-observateur de 22%. Donc, slide suivante. Donc, avant de détailler l'étude observationnelle par jury médical, je vous présente les résultats de l'IA pour nos modèles, nos différents modèles, ainsi qu'un modèle ensembliste, donc qui s'appuie sur les 3 modèles que vous voyez là. Donc, encore une fois, ça c'est sur les données rétrospectives. Donc, on a fait une validation in vitro sur les 1571 dossiers. Nous constatons que les résultats des 3 modèles se valent plus ou moins. Donc, on a une sensibilité qui est de l'ordre de 79%, une spécificité moyenne de 96% et une précision totale donc de 90%. Donc, à titre indicatif, en prenant le modèle numéro 1, nous avons 29 faux positifs. C'est-à-dire que cet algorithme-là, ce modèle-là, s'est prononcé sur 29 patients en les détectant comme un risque vasculaire, alors qu'ils ne l'étaient pas dans les faits. L'IA a également raté 143 patients qui étaient positifs, a priori, mais qui n'ont pas été détectés comme tels. Sinon, nous avons 886 patients donc, sur les 1571 qui sont classés de manière correcte, les vrais négatifs, et 513 patients en vrai positifs, conformes totalement à la réalité. Donc, ces gaps peuvent s'expliquer par des données manquantes ou des facteurs de risque non détectés émanant de la médecine de ville ou d'autres centres hospitaliers dont on n'a pas de traces. Donc, aucun antécédent n'est mentionné. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant la revue des 106 patients par un jury médical, donc nous avons toujours en double aveugle, donc nous avons 106 patients qui ont été, dans les dossiers, ont été lus et relus par 3 médecins, un médecin vasculaire, un angiologue et 2 chirurgiens vasculaires, en étude observationnelle. Ensuite, nous avons, je précise en double aveugle encore une fois, passé nos différents algorithmes d'IA et notre système de vote sur ces 106 patients-là. Après comparaison et confrontation entre les résultats de l'IA et le résultat des experts médicaux, nous avons quand même un modèle qui est précis à 89% et se trompe sur 12 dossiers sur un ensemble de 106. Avec slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons 3 faux négatifs et 9 faux positifs. Parmi ces 12 dossiers conflictuels, donc les faux négatifs comportent des patients dont l'IA n'a pas détecté de facteur de risque. Donc, comme vous le voyez, si on prend le premier faux négatif, on a une femme de 72 ans qui est uniquement hypertendue. Donc, notre algorithme a classifié cette personne-là comme étant une personne qui n'a pas besoin de consultation vasculaire, alors que les médecins ont considéré que c'était une patiente effectivement qu'il fallait voir. Donc, parmi les 9 faux positifs qui ont été revus partiellement donc, par un médecin sur 3, d'après les premiers retours qu'on a à l'heure actuelle, ces 9 patients auraient dû être détectés lors de la relecture des dossiers. Donc, en quelque sorte, excusez-moi le terme, l'IA a réussi à les choper dans un sens où on a pu revoir l'ensemble des facteurs de risque et ces patients-là sont considérés par notre IA comme des patients à risque vasculaire qui sont passés à la trappe lors de la relecture de dossier. Donc, cette relecture va permettre d'évaluer la variabilité intra-observateur à grande échelle, ainsi que de mesurer le gain en matière de temps et de précision apporté par nos algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, voilà pour les résultats actuels que nous pouvons discuter plus aisément pendant la partie des questions. Concernant les publications, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons soumis ce travail pour une présentation à la Société de chirurgie vasculaire endovasculaire de langue française, la SCVE. Notre contribution a été classée, donc la présentation a été classée 3e parmi plus de 100 présentations. Nous avons également un papier qui a été publié dans une conférence JISE sur la gestion et l'ingénierie des systèmes hospitaliers en coopération avec l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Et nous avons actuellement 2 publications qui sont en train d'être peaufinées pour une soumission dans un journal de chirurgie vasculaire. Donc, la première comporte l'étude rétrospective ainsi que la conception de l'IA. Et la seconde concerne l'étude observationnelle monocentrique avec les 106 patients que je vous ai présentés.
Nous espérons et comptons aussi réitérer ce process-là lors d'une étude multicentrique observationnelle ainsi qu'une étude monocentrique interventionnelle. Et je vais laisser M. David Delru conclure et introduire la partie des questions. Conclusion très rapide, ce qu'on a voulu faire avec UniHA, c'est on a vu beaucoup de présentations sur l'intelligence artificielle dans le secteur santé, beaucoup de choses tout à fait passionnantes d'ailleurs, mais qui centraient sur la partie algorithme et modèles. Là, on a voulu un peu ouvrir la boîte avec UniHA, des projets, des différents acteurs, des différentes facettes d'un projet. S'il y avait qu'un message, c'était ça, c'est qu'un projet d'IA, c'est plusieurs facettes à prendre en compte. On a parlé du RGPD, de l'intégration. Ismat a beaucoup parlé d'évaluation. Il a finalement assez peu parlé des détails des algorithmes, deep learning, multicouche, etc., qu'on peut utiliser parfois, mais il a parlé de l'évaluation. Et pourquoi est-ce qu'on évalue? Pourquoi est-ce qu'on publie? Pour créer la confiance autour de l'intelligence artificielle, parce que notre retour, notre humble retour sur le terrain, c'est que cette confiance n'est pas acquise. Il y a encore non pas une défiance, mais une interrogation sur ces outils sur le terrain hospitalier. Et donc, un des humbles messages, c'était de montrer que, moyennant une démarche scientifique, transparente, comme on espère l'avoir été aujourd'hui avec la présentation en toute transparence de l'évaluation qu'a fait ISMAT, on peut créer une confiance auprès des différents acteurs de terrain que sont les médecins, les infirmières, les aides-soignants et bien sûr le principal acteur de terrain, au fond, le patient. Projet multifacette aussi, le docteur Lernoux l'a très bien dit, c'est d'abord un projet organisationnel, c'est un projet qui vient du projet médical de l'établissement en réponse à un besoin de la population. C'est pas un projet technocentré, techno-initié. C'est face à un état de la population sur les territoires et à la faible efficacité des actions de prévention dites classiques que le docteur Lernoux et le docteur Amiot ont eu cette idée d'accélérer au fond la lecture des dossiers avec des techniques d'intelligence artificielle. Voilà, des choses dont on a peu parlé, je terminerai là-dessus aussi, c'est la vision du docteur Lernoux qui souhaitera peut-être commenter, c'est d'aller aussi jusqu'à la ville parce que les médecins de ville avec lesquels nous travaillons d'ores et déjà s'intéressent aussi au profilage des patients à risque. Ils souhaitent aussi être tenus au courant lorsque l'hôpital, avec ses moyens d'infrastructure, ses moyens techniques et ses moyens organisationnels, repère des patients à risque. Donc, c'est l'intégration dans le schéma ville-hôpital, la réponse aux besoins de la santé de la population. Ça a été dit. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il reste très peu de temps pour les questions. UniHA, M. Xicuna, ses collègues, M. Blanchard, etc. Et bien sûr, Alicante, on est à votre disposition au-delà de ce webinaire. Diapositive suivante, vous avez notre contact. N'hésitez pas à nous contacter directement pour toute question. Voilà, je ne sais pas si le docteur Lernoux est toujours là, s'il souhaite amener une conclusion. Il y a quelques questions dans le chat. Alors, il y a une question sur l'écosystème. Je ne sais pas qui doit répondre. Je vais réafficher la slide écosystème. Ça permettra d'avoir un support. Oui. Donc, ah oui, les questions, c'est en gros de quelles autres sociétés, à quelles autres sociétés on fait appel, sachant que pour beaucoup, on fait notre marché dans UniHA. Alors, d'une manière générale, mais je ne saurais que vous conseiller les sociétés présentes là dans la ligne du bas, mais on a besoin de renforts juridiques et éthiques. Les données qu'on manipule sont les données du patient et bien souvent de manière indirectement nominative en temps réel, en logique patient et séjour. Donc là, on a un cadrage RGPD au sens très large dans tous les volets du RGPD. Nous travaillons beaucoup, vous l'aurez compris, avec le docteur Data, en particulier Nesrine Benyazian. On peut avoir aussi des sujets de propriété intellectuelle parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup de nos idées viennent de nos clients hospitaliers. En l'occurrence, le passeport vasculaire, ça n'est pas du tout une idée à Alicante. On aurait adoré l'avoir, mais ça vient vraiment du docteur Lermy, du docteur Amiot. Et donc, il y a des sujets de propriété intellectuelle à qui appartient l'expertise, dans quel véhicule juridique créer cette expertise. Là, il y a différents cabinets
qui existent. On peut avoir aussi le besoin de méthodes de design d'essai. Et là, c'est vraiment le monde académique, hospitalier, universitaire, notamment le réseau Tech for Health, mais aussi beaucoup d'unités INSERM. Énormément de besoins d'intégration. Les données sont présentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont disponibles. Donc, entre présentes et disponibles, il y a des acteurs de l'intégration qui nous aident à faire les requêtes, les flux, les connecteurs, appelez ça comme vous voulez, les demi-connecteurs, les 2 AI, 2 TL, etc. Il y a vraiment des gens très forts là-dedans. Alors, soit ce sont les éditeurs qui sont dans la boucle et c'est souhaitable. Nous n'allons pas chercher en catimini par les coulisses les données dans les solutions éditeurs avec lesquelles nous travaillons. Ça ne se fait pas. Et puis surtout, ça forme plusieurs risques. Donc, on travaille soit avec les éditeurs eux-mêmes, les éditeurs de DPI, de gamme, là, je ne vais pas tous les citer, Daedalus avec ACFAM et DACI, Software, etc., avec qui on travaille extrêmement bien. Il y en a d'autres. Les intégrateurs, il y a entre guillemets, ce qu'on appelle depuis plusieurs décennies les parapublics. Je citerai le CILPC avec qui on a des gros projets en ce moment, mais des gens qui connaissent à peu près tout ce qui se passe sur le marché. Il y a d'autres intégrateurs et d'autres fournisseurs. Dans les sociétés de notre écosystème aussi, on mobilise des expertises métiers verticales lorsque nécessaire. Donc là, vous avez Consulting. Voilà. Je ne sais pas si le docteur Lernoux, on peut profiter, je sais que vous êtes extrêmement occupé de votre présence, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Oui, simplement, je voudrais dire, pour aller dans le même sens, c'est-à-dire que notre objectif, c'est quand même de démystifier l'intelligence artificielle, qui n'est pas du tout un outil qui serait vraiment contre-courant de la médecine dans ses bases solides. Je dirais au contraire, nous utilisons les bases de la médecine telle qu'elle est actuellement validée par les sociétés savantes. Notre objectif, c'est de gagner du temps médecin, gagner de l'efficacité dans le travail médical, recentrer le médecin sur son travail de fond et, comme on l'a dit tout à l'heure, extraire les données médicales pour les valoriser au sens de la santé de la population et en même temps valoriser l'équilibre médico-économique de nos établissements, ce qui est un point aussi important puisque l'un ne va pas sans l'autre. Voilà simplement ce que je voulais passer comme message. Il y avait une deuxième question assez intéressante. C'était concernant l'utilisation de l'IA pour la détection de patients à risque, mais je pense qu'on peut répondre d'une façon générale sur les projets qu'on mène. Quelles ont été les adaptations du DPI qui ont été nécessaires pour affiner le traitement des données et réussir à faire des choses? Alors là, la réponse est multiple et ça va être un peu une réponse de Normand. Comme on l'a expliqué au début, on essaye quand même, dans la mesure du possible, de prendre les données existantes de production en disant, si on attend d'avoir des jeux de données extrêmement qualifiés pour pouvoir commencer à travailler, on va se retrouver dans un tunnel en termes de temps pour réaliser un projet, parce qu'on va demander, avant même d'avoir la moindre idée du résultat, on va demander aux gens, au niveau de la prise en charge clinique, de faire du travail supplémentaire. C'est relativement complexe. Donc on essaye de travailler par défaut sur les données telles qu'elles sont produites, quitte à devoir les raffiner, à devoir les retravailler pour qu'elles soient plus exploitables. Par contre, on ne fait pas l'impasse sur le fait de se dire qu'il y a un cercle vertueux qui puisse se mettre en place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à travailler à la donnée, à avoir des premiers classifieurs, on se rend compte que certains types de dossiers sont mieux documentés et permettre d'être plus sensible, de mieux travailler dessus. Et là, on est plutôt non pas dans un prérequis, mais dans une boucle de rétrofeedback positif, qui est de dire, comme on se rend compte que sur certains types de dossiers, la façon de travailler permet d'avoir des meilleurs résultats, que ce soit en analyse par l'IA ou d'ailleurs en analyse totalement humaine, hein, parce que plus on documente les choses, plus le médecin peut aller avoir l'information fine pour traiter au mieux le patient. Donc, on a plutôt un rétrofeedback positif en se disant, quand on arrive à cibler les dossiers moins disants en termes de contenu médical, ça va permettre de faire des actions de rétrofeedback en disant, le nouveau standard de production va tendre vers celui-là et on va essayer, via le projet d'IA qu'on met en place,
de tendre vers une amélioration progressive de la saisie à la source. Par contre, on ne va pas en faire un prérequis à la base pour commencer, sinon effectivement on prend un gros délai et surtout on commence à demander du travail aux équipes cliniques avant de leur fournir quoi que ce soit comme résultat, ce qui peut vraiment décourager du monde. Voilà, il est 17h02. Le mot de conclusion peut-être à Olivier ou Anne ou d'autres. Je vais reprendre la main sur la slide. Juste, Gwenaëlle, oui. Juste pour rappeler le marché, en fait, sur la mobilisation, donc vous avez les contacts de la société Alicante et également de la filière santé digitale et numérique, qui sont sur la fiche marché et sur la présentation. Je voudrais rappeler la simplicité de commande et d'accès au marché qui ne se fait uniquement par un simple bon de commande. Donc, c'est assez simple, c'est rapide. Et puis, surtout, l'agilité. Et je voudrais remercier le docteur Lernoux d'avoir participé à la conférence et de nous avoir fait partager ce retour d'expérience. C'est vraiment ce qu'on recherche, d'avoir accès à des docteurs qui nous permettent de toucher du doigt ce qui se fait directement dans le métier médical et l'agilité de la société Alicante qui a répondu présente à l'organisation de ce séminaire. Je te laisse la main, Gwenaëlle. Oui, merci Olivier. Donc là, sur cette slide, vous retrouvez donc le planning des prochains rendez-vous UniHA. Donc la dernière webconférence donc avant l'été, donc c'est la webconférence produits de santé, et vous retrouverez du coup la filière santé digitale et numérique le 23 septembre lors de la webconférence achats généraux. Donc vous avez les liens sur cette slide pour vous inscrire. Vous retrouvez également le lien vers les replays des webconférences qui ont lieu tous les jeudis, sur cette slide. Donc restons connectés. Donc vous allez retrouver ce support qui a été présenté ce soir et le replay de la webconférence, les coordonnées des équipes achats sur notre site internet, donc www.uniachat.org et dans l'espace documentaire. Donc, merci de votre attention. Donc, je remercie la société Alicante et le docteur Lernoux pour cette présentation et bien sûr la filière santé digitale et numérique. Et on se donne rendez-vous du coup le 23 septembre pour la webconférence Achats généraux. Merci de votre participation. Retrouvez le support de présentation et le replay dans l'espace adhérent UniHA.